Ça, c'est un cas que j'aime beaucoup, qui est, en fait, c'était passé totalement inaperçu en 2021. C'était en fait Prigojine, feu Prigojine, vous savez, celui dont l'avion a eu une panne moteur. Prigojine avait financé une fondation contre les violences policières en France. Donc il allait chercher les endroits où il y avait des violences policières, en tout cas des personnes qui s'en plaignaient. Il ne s'agit pas de discuter ça, peu importe, d'ailleurs. Mais en fait, il finançait la médiatisation et les avocats, personnes essentiellement d'origine subsaharienne. Au même moment, Wagner prenait possession d'un certain nombre de pays. Donc l'idée, c'était de renvoyer l'image que la France se comportait mal vis-à-vis de ressortissants venant de ces pays. C'est du billard à trois bandes. C'est là où on est dans la ruse, en fait. On est dans les stratégies indirectes. C'est au même moment que vous avez le fameux montage qui a été déjoué par la DGSE du camp de Gossi au Mali, où Wagner veut faire croire que la France a fait un charnier. Mais là, comme la France s'était renseignée, on a envoyé un drone, ce qu'on appelle les drones Reaper, c'est gros, ils sont sur les bases de Cognac d'ailleurs. C'est les drones, vous savez, qui peuvent être à 10 000 mètres d'altitude et qui filment. Là, le drone, il est à 10 000 mètres. Hein. Donc vous ne voyez pas. Hein. Donc il filme le groupe Wagner en train de monter ce faux charnier. Pour les plus anciens, genre Timisoara, si vous vous souvenez de la Révolution romaine. Enfin, ça, c'est un classique, hein, les faux charniers. Il y a aussi des vrais charniers, hein, mais là, en l'occurrence, voilà. Bon, et c'est comme ça qu'on est parti du Mali, Burkina Faso, du Niger, voilà, petit à petit, et que Wagner prend possession et évidemment, il se fait payer son groupe paramilitaire par les dépossessions de mines, d'or ou autres métaux précieux, ce qui arrange bien les Chinois s'ils envoient les Russes faire le sale boulot. La dernière contestation en date, vous avez tous suivi, c'est ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes sociaux, hein. Encore une fois, vous appuyez sur une réalité, vous appuyez sur les contradictions, c'est très maoïste. Donc en fait, la Nouvelle-Calédonie, on sait que un certain nombre de personnes en Nouvelle-Calédonie étaient armées par l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan qui a reçu récemment aussi une délégation de la Polynésie française, et à Bakou, ils ont annoncé, de toute façon, ils voulaient que les territoires, donc la Réunion, Mayotte, Polynésie française, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie deviennent des territoires indépendants et autonomes. Voilà. Bien sûr, ça s'appuie sur la libre disposition des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors évidemment, ça arrange aussi un certain nombre de puissances, notamment les Chinois ou les Russes, parce que la France, c'est la deuxième puissance maritime mondiale, c'est la deuxième zone maritime mondiale, du fait de ses possessions. Si demain elles sont plus françaises, on n'est plus la deuxième puissance maritime mondiale. Voilà. Bon, ça je vais passer. Les dernières contestations en date, c'est Ariane par les Allemands et pareil le SCAF. Voilà. Et vous aviez tous suivi, mais je ne vais pas revenir, l'affaire des sous-marins nucléaires australiens, enfin des sous-marins australiens qui n'étaient pas nucléaires d'ailleurs. Le contrat avait été dénoncé par les Australiens. Donc Naval Group avait perdu ce contrat. Voilà. Bon, je vois que le temps passe, donc je vais pas. Voilà. Dernier point qui est important. Donc là, on était dans la contestation, la compétition. Alors, la compétition, c'est pas la concurrence. Hein. La compétition, vous pouvez prendre l'image d'une compétition sportive. Hein. Il y en a un qui gagne. Hein. Il y a une médaille d'or à la fin. Hein. Et tous les autres, on ne sait pas qui a été deuxième de la Champions League il y a 3 ans. Hein. Le finaliste, c'est un perdant. Hein. Donc il y a un vainqueur. Mais la compétition, donc c'est pas la concurrence, la simple concurrence, parce qu'on peut être concurrent et se développer conjointement. La compétition, c'est battre l'autre, mais c'est battre l'autre de manière indirecte et couverte. Donc là, on va utiliser plutôt ce qu'on appelle la modélisation, donc l'influence. L'influence par les normes, l'influence par les grilles de lecture, par la culture, ce qu'on appelle le soft power, par les classements. Vous savez, on a des classements, vous n'êtes pas dedans, alors pour être dedans, il faut... Voilà. Donc ça, les Américains sont extrêmement forts dans ce domaine-là. Les normes IFRS, vous avez un certain nombre comme ça d'obligations. Voilà. Si vous l'exportez aux États-Unis aujourd'hui, hein, je ne sais pas si vous le savez, vous avez une TPE, je parle, hein, vous avez 4 audits par an que vous financez vous-même, 2 groupes américains qui viennent auditer, vous devez montrer patte blanche aux douanes américaines, qui vérifient tout, ils rentrent dans vos comptes, enfin voilà, c'est de la modélisation en fait. Voilà. Alors ceux qui sont forts là-dedans aussi, c'est les ONG. C'est même leur job en fait. Hein. Donc vous voyez, un exemple, une manifestation devant le Parlement européen contre
voilà, donc des antispécistes pour le bien-être des animaux. Voilà, on peut être d'accord ou pas, c'est pas la question. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'encercler cognitivement, en fait, mais de manière indirecte. C'est-à-dire que si d'un côté, vous avez le droit des animaux, hein, vous savez qu'un animal, c'est un mobilier jusqu'à récemment. Hein, c'est un objet. Vous allez porter plainte parce que votre chien a été enlevé. Vous savez qu'en ce moment, le 3e ou 4e trafic, c'est les chiens. Je ne sais pas si vous savez, ils sont enlevés en pleine rue. Les chiens de race, évidemment. Hein. Bah, vous allez porter plainte pour un vol d'un meuble, en fait. Hein. Donc ça, c'est en train d'évoluer. Il y a aussi la sensibilité animale qui est en train d'être analysée au niveau européen pour qu'il y ait des lois. Voilà. Et puis par le bas, vous avez des ONG qui attaquent à tort ou à raison, et puis parfois parfaitement à raison, des abattoirs pour dénoncer des conditions absolument scandaleuses. Et donc vous êtes pris en tenaille. Il y a le sociétal d'un côté, il y a le juridique de l'autre, mais tout ça ouvre des marchés, hein, à d'autres. Voilà. Ça ne veut pas dire que ceux qui le font en connaissance de cause. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont s'engouffrer dans la brèche ou qui vont bien entendu faire en sorte que la brèche s'agrandisse très très vite. Voilà. Donc il y a 3 échiquiers. Il y a un échiquier concurrentiel, qui est l'échiquier classique de l'économie, les concurrents, les fournisseurs, ça tout le monde connaît. Mais il y a 2 autres échiquiers, le géoéconomique, on le voit aujourd'hui avec Trump, mais ça ne date pas de Trump. Et puis il y a l'échiquier de la société civile. Et vous avez des puissances, comme la puissance américaine, les Chinois essayent de faire pareil, qui arrivent à en fait jouer sur les 3 en même temps. Ils vont jouer sur les 3. Et c'est là que vous avez évidemment que si vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien, vous faites à un moment ou à un autre en fait déborder sur un des échiquiers. Voilà. Exemple que j'aime bien, c'est Greenpeace. Ou Greenpeace, il y a eu un accord qui a été passé avec l'Université de Poitiers, l'Université de Grenoble. Ils viennent pour initier les étudiants à sauver la planète. Si vous allez à l'Université de Grenoble, ils ont mis des panneaux solaires sur toute l'Université de Grenoble. Ils ont acheté ces panneaux solaires à Green Planet Energy, qui a changé de nom récemment. Vous pouvez vérifier hein, sur Wikipédia, vous voyez. Avant, ça ne s'appelait pas Green Planet Energy, ça s'appelait Greenpeace Energy. Parce qu'en fait, c'est une filiale de Greenpeace qui vend des panneaux solaires, qu'elle achète à la Chine. Parce que c'est la Chine qui fabrique les panneaux solaires, parce qu'il y a plus de fabricants européens de panneaux solaires depuis quelques mois. Là. Voilà. Et Greenpeace, mais c'est coïncidence, n'attaque jamais les pétroliers chinois, qui, comme vous le savez, ne polluent pas. Il n'y a que Total qui pollue. Le pétrolier chinois ne pollue pas. Enfin, voilà, c'est du pétrole propre. Voilà. Donc, alors ça va très loin parce que, je ne sais pas si vous le savez, dans la lutte contre le CO2, il y a le plan vert européen. D'ailleurs, il y a un scandale en ce moment, si vous avez suivi, parce que von der Leyen, en fait, a payé des ONG, a donné de l'argent à des ONG, la Commission européenne a de l'argent à des ONG pour aller faire de l'influence sur les parlementaires européens pour qu'ils votent le plan vert. C'est un vrai scandale, ça. Hein. Et voilà. C'est une instance politique qui paye en fait des ONG pour influencer les propres parlementaires. C'est un truc. Voilà. Et donc, le plan vert, c'est bien sûr contre les émissions de CO2. La France a voulu faire reconnaître le nucléaire comme une énergie décarbonée, ce qu'elle est. Les Allemands ont fini par céder devant les preuves scientifiques, mais il y a eu une contrepartie. C'est pas une blague hein, quand je raconte ça, parce qu'on dit des fois, mais vous pouvez vérifier. Mais la contrepartie, c'est que le gaz est une énergie verte. Vous vérifierez. C'est-à-dire, mais c'est quoi l'intérêt d'être une énergie verte? C'est d'abord les normes, évidemment, ne sont pas les mêmes, et vous avez des financements. Donc le gaz est une énergie décarbonée. C'était une révolution dans le domaine de la chimie, d'ailleurs. Ça s'appelle la taxonomie. Hein, c'est-à-dire, c'est le fait de faire classer des choses. C'est comme la tomate, on en parlera si vous voulez, qui, comme vous le savez, est un légume alors que c'est un fruit. Ça s'appelle de la taxonomie. Et dernier exemple, parce que celui-là, je l'adore, parce que là, on le vit tous, même s'il a un peu du plomb dans l'aile en ce moment, c'est l'interdiction des véhicules thermiques en 2035 dans l'Union européenne. D'où ça vient? 2008 dans les Échos, moi je suis un grand lecteur des Échos, 2008, les Échos, il y a un article, bientôt, oui, 2008, on ne parle pas de la voiture électrique. Hein. En France, il n'y a que la Miat Ségolène Royal, pour ceux qui connaissent, vous voyez le niveau de la voiture électrique. Donc, ce n'est pas un sujet à l'époque. Hein. Et les Échos, là, vous avez un article, bientôt la déferlante des standards, 500 000 voitures électriques, c'est l'objectif de la Chine, 250%, c'est la progression des postes à responsabilité dans les normes ISO des Chinois. C'est là où vont se décider les normes techniques. Et puis, le temps passe, 10 ans après, la Chine réunit son groupe qui s'appelle le groupe 16+1, c'est en fait des pays de l'Union européenne ou hors UE, mais d'Europe,
qui en fait bénéficient des financements chinois, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie, qui financent des autoroutes, qui financent des ports. Je vous rappelle que le port du Pirée en Grèce appartient à la Chine, que le port de Trieste en Italie appartient à la Chine, que le port de Gênes appartient à la Chine et que le port de Hambourg appartient partiellement à la Chine. Donc, ils l'ont acheté. Ce qui est plus facile pour les containers et pour la non-vérification de ce qu'il y a dedans. Donc, la stratégie chinoise pour peser sur l'économie européenne, c'est le groupe 16+1. Le plus 1, c'est la Chine. Et ce groupe va, avec l'appui de certains écologistes, de certains pays d'Europe du Nord, etc., faire voter l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. On peut être d'accord ou pas d'ailleurs. Et là, c'est parti. Ça a démarré. Il fallait bien habituer les consommateurs. Donc les Chinois ont vendu, mais pas très cher, aux loueurs de voitures, des voitures électriques. Ça, c'est 1 an après. Malgré, vous savez, je vous ai sorti des articles mainstream, Challenge, Arte, etc. Malgré quand même un certain nombre de personnes qui ont dit attention, mainmise de la Chine, attention, voiture électrique, c'est pas si écolo que ça. C'est bien sûr plus agréable d'être derrière une voiture électrique quand vous êtes à vélo, mais enfin, si vous prenez l'ensemble du cycle, c'est un peu plus complexe que ça. Et puis, finalement, on a dit non, mais c'est pas grave, on rentre dans la course. Donc, on va faire des gigafactories en France. Même si on n'a pas la techno, mais c'est pas grave, comme on est super fort, on va rattraper 15 ans de R&D chinoise, parce qu'on est beaucoup plus fort qu'eux. Et puis on va faire venir le chinois BYD, qui est le premier constructeur mondial maintenant, en France. Il n'est pas allé en France, il est allé où BYD? Il était en Hongrie, avec son copain Orban, qui profite des routes de la soie. Voilà, c'est simple. Donc on dit, on va mettre des taxes sur les véhicules chinois, pas très longtemps, puisqu'ils vont être fabriqués en Europe. C'est du Made in Europe by China. Voilà, véhicules électriques qui sont très bien, sûrement d'ailleurs, les véhicules électriques. Voilà. Le patron de Renault a dit récemment, ça c'est récent, l'Europe doit dealer avec la Chine. Mauvaise expression, parce que je vous rappelle, les guerres de l'opium au 19e siècle, c'est quand même l'Angleterre, les Pays-Bas et un tout petit peu la France qui vont droguer quand même une nation entière. Les Chinois n'ont pas oublié ça. Mais ils nous renvoient la drogue maintenant, comme ça le problème. Voilà. Et puis alors là, vous avez, ça dure 1 minute, au Sénat, ça c'est très récent, il y a quelques mois, le patron de Renault, ancien patron de Michelin, qui dit la chose suivante, écoutez bien, c'est sur l'interdiction des véhicules thermiques en 2035. Je ferai simplement une remarque au passage, c'est que la décision a été prise à Bruxelles, après, j'allais dire, des dialogues qui n'étaient pas toujours très faciles, j'allais dire. Il se trouve qu'à cette époque-là, l'industrie automobile n'avait pas forcément le vent en poupe, et je dirais que nous n'avons à l'époque été un peu soumis à une forme de, j'allais dire, de déni autour de notre capacité d'innovation. Je l'ai vécu comme d'autres dans le monde automobile avec beaucoup de souffrance, mais c'est comme ça. Et je voudrais simplement faire remarquer que la décision a été prise avec un niveau d'analyse d'impact qui est proche, j'allais dire, de pas grand-chose. J'espère ne choquer personne en vous disant que l'analyse d'impact n'a pas été faite. J'en veux pour preuve qu'une fois que la décision est prise, tout le monde a découvert ou a fait mine de découvrir que nous avions un énorme sujet autour de la question des ressources nécessaires pour alimenter les usines de batteries que nous sommes en train de mettre en place en France, et nos concurrents de la même manière. Elles sont effondrées, les considérant usines, que, de fait, l'Europe était dépourvue d'accès significatif aux mines dans le monde qui produisent des métaux nécessaires à la fabrication des batteries. J'ai cité le lithium, le nickel, le manganèse, le cobalt, des terres rares, ne serait-ce que le cuivre aussi est un sujet majeur, comme vous le savez, et même à court terme, et que donc cette découverte, liée à un certain nombre de rapports qui sont sortis après coup et qui ont été très bien faits, évidemment, ont tout simplement entraîné le fait que l'industrie automobile se retrouvait devant des défis majeurs qui n'avaient pas été anticipés. Voilà. Donc, conclusion du monde, comment la Chine a mis l'industrie européenne, et l'économiste en chef du Financial Times, non, de The Economist, pardon, dit l'Europe pourrait être engloutie dans la rivalité économique entre la Chine et les États-Unis. Voilà, je vous l'avais dit, il ne fallait pas venir. Mais après, soit on regarde la réalité, soit on se ferme les yeux. On prendra le mur de la même manière, mais on ne l'aura pas vu arriver, c'est la différence. C'est peut-être mieux d'ailleurs, des fois.
Ça dépend. Voilà, donc ça c'est important, je voulais insister là-dessus. Hein, Jean-Pierre, c'est de changer d'abord de lunettes, hein, parce que si on ne change pas de lunettes, ou si on n'a pas de lunettes et qu'on ne voit pas bien, effectivement, ça va être très très compliqué dans les escaliers, quoi. Voilà, c'est un peu la situation dans laquelle on est. Mais on a des ressources. Hein. Ouais, mais oui, justement, cela étant, une fois qu'on a changé de lunettes, qu'est-ce qu'on fait Alors pour que essayer faire de gagner un petit peu. Que faire? J'ai pas pu m'empêcher quand même pour vous faire un peu sourire. Que faire? Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. D'ailleurs, en parlant de creuser, Trump a dit, vous avez vu, on va forer comme des malades, etc. Donc voilà. Et eux, ils reviennent à la voiture thermique à mort. Alors, je serais quand même curieux de voir l'Union européenne empêcher les voitures américaines thermiques d'arriver en Europe. Mais entre-temps, on aura tué une partie de l'industrie, ou tout ou partie de l'industrie européenne du véhicule. Et alors, les Chinois sont en train de se mettre à l'hydrogène. Je rappelle que l'hydrogène fonctionne avec un moteur thermique. Ça va être sympa. Ça va être sympa. Mais bon, après tout, on peut ne pas construire de voitures européennes. Hein. Voilà. Alors, comment gagner? Parce que j'ai quand même essayé de vous donner des pistes. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Hein. Moi, je ne suis qu'un humble observateur. Mais comme on est quand même dans une assemblée qui aime bien la pensée et la philo, on va quand même commencer par d'abord, je vous ai dit, changer de lunettes. Donc, il faut déjà quand même arrêter de prendre ses désirs pour des réalités. Arrêtez, si on prend l'exemple de Trump, on ne va pas en parler, mais de penser qu'il est complètement débile, etc. Sinon, ça va faire très très mal aux joues, hein, pour ne pas dire autre chose. Donc voilà. Donc déjà, il faut penser contre soi-même. Il faut être capable de dire, là on n'est peut-être pas bon, on va peut-être arrêter d'être dans l'idéologie, etc. Et on va regarder factuellement ce qui se passe. Ça, c'est le premier point. Chercher le diable dans le détail, ça c'est important. C'est-à-dire voir au-delà... Quand on voit les débats aujourd'hui, que ce soit sur l'Ukraine, que ce soit sur le Groenland, ils sont rarement analysés, je parle dans les grands médias bien sûr, de manière économique et stratégique. Hein. C'est toujours des trucs, ah mais non, les pauvres Inuits, ils vont pas, mais comment ils vont faire? Voilà. C'est évident que les États-Unis vont prendre possession du Groenland. Est-ce que ce sera un État? Est-ce que ce sera un accord de défense? Pourquoi? Parce que c'est la route de la Chine. Hein. C'est par là que les bateaux chinois vont passer. Hein. Vous avez intérêt à voir le Groenland. Il suffit de regarder une carte. Voilà. Et puis penser l'impensable, c'est arrêter aussi de dire que les choses ne peuvent pas arriver. Pour ça, je vous ai mis le virus du Covid-19, vous l'avez tous reconnu. Très beau d'ailleurs, d'un point de vue esthétique. Mais le Covid-19, est-ce que d'ailleurs ça avait été prévu d'ailleurs, le Covid-19 parfaitement en fait, en 2008. En 2008, si vous prenez le livre blanc de la défense de 2008, vous pouvez le trouver en ligne gratuitement, en PDF, page 164-165, vous avez épidémie, virus à forte létalité tous les 4 ans en France. Alors, il n'y a pas marqué Covid-19, ils ne savent pas lequel ça va être. Et donc voilà, le livre blanc de la défense, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un document officiel préfacé par le président de la République qui a valeur quand même, quelque part... de mise en ordre de bataille de l'État, notamment via un organisme qui s'appelle le AGDSN, Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Donc là, vous avez en 2 pages comment ça va se passer, il y aura une dizaine de vagues, comment il faut être équipé, il faut avoir des masques, des respirateurs, des blouses. Vous voyez, ça vous rappelle des trucs. Hein. Mais on oublie vite. Hein. C'est tous les 4 ans. Hein. Et alors en plus, avec le réchauffement climatique, ça va être plus, puisque vous savez que la chute de la biodiversité est très 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 bonne nouvelle pour les virus. Pas pour nous, par contre. Hein. Mais voilà. Donc, vous voyez, il faut prévoir et anticiper. Donc, on a des gens capables de prévoir. Hein. Après, il faut que la machine, elle suive derrière. La machine administrative française. Voilà. Avec une responsabilité forte des médias. Parce que l'affaire du Covid, à un moment, il faudrait pointer, le rôle des médias lorsqu'ils ont agressé l'affaire du H1N1, l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Ce qui fait que les politiques derrière n'ont jamais voulu refaire de stock. Tellement, vous savez, parce qu'il y avait eu trop de stock qui avait été fait, donc elle avait été... voilà. Alors là, on n'avait pas de stock. Hein. Ça, on était tranquille. Hein. Quand le Covid est arrivé, 0 stock. Hein. Voilà. Il faut aussi changer de focale. Donc, regarder le monde avec les yeux de l'autre. Donc, passer de la fameuse carte qu'on connaît tous, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante, mais la fameuse carte qu'on a tous eue à l'école, hein, que vous avez en bas à gauche, européocentrée, à la carte, comment les autres voient le monde. Il ne faut pas prendre que cette carte. Ça, c'est le monde vu par l'armée populaire de libération chinoise. Ils ont encore une armée populaire de libération. Hein. Donc, vous voyez, l'importance des pôles, l'importance
du canal de Suez, évidemment, d'où l'investissement à Djibouti de la part de la Chine, d'où la volonté de Trump d'être à Gaza. Alors, c'est pas parce qu'il veut sauver nanana. C'est parce que Gaza, c'est d'abord, il y a beaucoup d'hydrocarbures, donc je crois que c'est 4 milliards de dollars que ça peut rapporter par an, donc ça permet de financer la reconstruction qui sera faite par des entreprises américaines, entre parenthèses, et puis surtout, c'est l'entrée du canal de Suez. Hey. Voilà, donc là, c'est embêtant pour la Chine. Le canal de Panama, c'est la même histoire. Le canal de Panama, ça permet à la marine américaine de passer de l'Atlantique au Pacifique, sinon il faut faire le tour, c'est un peu plus long. Voilà. Et puis évidemment l'importance du Groenland que vous voyez là, qui est sur le chemin des bateaux chinois qui vont vers Hambourg notamment. Bon, c'est juste des exemples comme ça. Il faut aussi lire les autres, lire les doctrines adverses. Ils écrivent en fait, tout le monde écrit mais il faut lire. Et traduire. Alors, il y a des livres qui ne sont pas traduits. Je vous ai mis 3 exemples parmi d'autres. Le livre majeur aux États-Unis au début des années 2000, ça a été Strategic Supremacy, donc ça veut dire ce que ça veut dire, la suprématie stratégique, pas traduit en France. Le livre majeur en Grande-Bretagne depuis 3-4 ans, chez les stratégistes, je parle, c'est The Weaponization of Everything, c'est clair, tout devient une arme. Voilà, non traduit. Il y en a quand même un qui a été traduit, je vous invite à lire si vous ne le connaissez pas, c'est très marrant à lire. Il s'appelle La guerre hors limite, de 2 colonels chinois qui, après avoir écrit ce livre, sont devenus généraux d'ailleurs. Donc ils n'ont pas trop déplu et qui vous explique que la Chine doit faire la guerre par tous les moyens, si possible jamais militaire. Donc la guerre hors limite, par d'autres moyens que militaires. S'il faut le faire militairement, ils le feront, mais je vous rappelle que la Chine, c'est la première marine du monde aujourd'hui, avec plus de 700 navires de guerre, alors pas en tonnage, mais en nombre de navires de guerre, alors, beaucoup de bateaux de pêche d'ailleurs, vous savez, les mêmes qui raclent les fonds où il y a les câbles Internet. Bon, ça ne va pas durer parce qu'il y a Starlink maintenant, mais bon. Voilà. D'ailleurs, l'Italie a passé un accord avec Starlink pour avoir des réseaux haut débit par satellite. Ça va faire mal à Orange, ça. Voilà. Donc, il faut comprendre l'autre, même si on ne l'aime pas. Voilà. Ça, c'est un documentaire qu'il faut absolument voir. Si on s'intéresse à ces sujets-là. C'est sur la formation intellectuelle de Donald Trump. Ça s'appelle The Apprentice. Je ne suis pas très favorable à Trump. C'est un film. C'est pas un documentaire. C'est un film. Tout est fait à base de... Voilà, ça raconte son histoire. Et là, vous comprenez comment il fonctionne. Voilà. Si on s'intéresse à ça, comment il fonctionne. Il fait du deal, il emploie tous les moyens, même légaux s'il le faut, quoi. Mais voilà. Et puis, il faut autopsier les échecs. On a eu des échecs. Celui qui a le plus marqué récemment, ça a été quand même la perte de ce fleuron français qui était Alstom Power, donc les turbines Arabelle, qui transforment l'énergie nucléaire en électricité, qui ont été rachetées par General Electric, qui viennent d'être rachetées, les Français viennent de racheter, aux Américains. Mais entre-temps, ils ont quand même fait du transfert de technologie et on l'a racheté plus cher qu'on l'avait vendu. On ne va pas non plus faire de l'argent. Voilà. Vous vous souvenez, on avait vendu à une époque les aéroports de Toulouse, vous ne vous souvenez pas? Aéroport de Toulouse. Alors on avait vendu ça à un fonds chinois qui était... D'ailleurs, le dirigeant chinois a été recherché en Chine. D'ailleurs, il a fini en prison ou on ne sait pas où ce qui est devenu d'ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre de dirigeants chinois comme ça. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet, vous verrez dans des trucs, dirigeants chinois qui sont condamnés à mort aussi, parce qu'ils n'ont pas suivi la ligne de parti. Non, mais ça rigole pas. Et donc, qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Je parlais de... Ah oui, donc on avait vendu les aéroports de Toulouse à un fonds chinois et à un fonds canadien qui était blacklisté par la Banque mondiale. Et on a racheté plus cher qu'on avait vendu. Voilà. Et alors, les mauvaises langues disent que peut-être que les Chinois avaient acheté l'aéroport de Toulouse parce que c'était la piste qui jouxtait, en fait, la piste d'essai d'Airbus à Toulouse. Mais ça, c'est les mauvaises langues. Et je vois vos petits yeux complotistes briller, mais voilà. Alors, pour vous finir sur une note positive, il y a quand même des gens qui se battent et qui gagnent. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on ne se bat pas, General Electric, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais c'est un Français qui est mis en prison. On fait pression sur le patron d'Alstom, qui s'appelle Patrick Kron, qui va aller négocier avec les Américains, General Electric s'engage à payer l'amende. Et donc je vous invite à regarder un remarquable documentaire qui s'appelle Guerre fantôme, vous pouvez le voir en ligne, qui a été fait par 2 jeunes qui étaient au RSA avec un budget de 6 000 euros. Et qui est passé sur LCP Assemblée nationale. Ils ont réussi à le vendre pour 2 000 euros, je crois.
Donc c'est le grand-père qui a... Non, c'est une histoire vraie. Hein. C'est le grand-père qui a financé ce documentaire Guerre fantôme, qui est extraordinaire. Hein. Et le lendemain de sa diffusion sur LCP, ça a lancé une commission d'enquête parlementaire. Donc quoi, il y a quand même des gens qui se battent hein, avec des moyens, c'est la française. Hein. Mais voilà. Donc, mais globalement, si vous voulez, évidemment, l'État s'est pas battu. Il y a des gens qui se battent et qui battent même les Américains. Donc vous avez la même histoire avec le traquenard. En fait, c'est en fait Privinvest, c'est un groupe libanais qui vend en fait au Mozambique un système de navigation, de surveillance côtière, parce que le Mozambique vient de trouver des gisements de gaz. Et donc pour plusieurs milliards, je crois que c'est 4 milliards, je crois. Voilà. Ça ne plaît pas aux Américains, parce qu'ils voulaient avoir évidemment la mainmise. Et donc ils vont faire la même chose qu'avec le cadre d'Alstom, c'est-à-dire qu'ils vont trouver des preuves de corruption. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous le savez, l'extraterritorialité du droit américain. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où vous faites de la corruption avec un élément qui peut être soit le dollar, soit un système dont un des composants est américain, par exemple, vous envoyez un mail avec un ordinateur dont un des composants américains ou appartient à une boîte mail américaine, etc., en fait, vous pouvez être arrêté, inculpé par le département de la justice américain, le DOJ, qui est l'administration américaine, qui n'est pas la justice. Hein. Et donc, vous vous retrouvez face à un procureur et qui vous montre les preuves de la corruption, parce que vous ne pouvez pas gagner un marché sans corruption dans ces pays-là, c'est pas la peine. Hein. Donc, il vous montre la corruption et après il vous dit, voilà, soit vous passez un deal, vous plaidez coupable, vous faites 1 ou 2 ans de tôle, mais dans une cellule sympathique, soit on vous met au milieu, dans un quartier de haute sécurité, avec des serial killers, et vous avez une amende voilà, qui monte à plusieurs centaines de millions, voire milliards. Et donc, vous avez donc le groupe Privinvest, ils se sont fait avoir de la même manière. Donc, Jean Boustany a été arrêté à New York. Il ne pouvait plus prendre d'avion qui ne passait pas par New York. C'est-à-dire qu'il voulait changer ses billets d'avion. Il n'était pas à New York. Hein. Il était obligé de passer par New York. Ils sont capables de faire ça. Hein. Et donc, il devait passer par New York. Il s'est fait arrêter par le FBI. Il a été en prison. Il a fait 18 mois de tôle. Sauf que lui, ils n'ont pas lâché. Donc, ils sont allés devant la justice américaine. Donc là, le juge américain. Ils se sont battus. Ils ont gagné. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, la justice américaine a donné raison à ces entreprises non américaines face à l'administration américaine. Donc quand on se bat, on peut gagner. On peut aussi perdre, bien sûr. Mais on peut gagner. Donc c'est possible de gagner. Et alors le dernier exemple, il me reste encore un peu de temps ? Presque non, plus. Il ne me reste plus, ben, ça tombe bien. J'ai fini. Ça, c'est un exemple extraordinaire, je vais quand même vous en parler. C'est une femme extraordinaire qui s'appelle Elisabeth Benally-Léonard, qui va reprendre une petite TPE à Limoges, qui fait des paratonnerres, alors qu'il y a une technologie. En fait, les Français ont inventé une technologie, parce qu'on a des très bons ingénieurs en France, on ne forme pas assez d'ailleurs. On aurait besoin de 60 000, on forme 40 000, c'est quand même fou hein, au pays des ingénieurs. Et donc, elle reprend cette entreprise qui a inventé un système qui s'appelle le paratonnerre à dispositif d'amorçage. Pour faire simple, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher que les paratonnerres à tige simple. Donc, ils se retrouvent confrontés aux Allemands, et quand elle reprend cette boîte, elle ne sait pas que la norme française, enfin que la technologie française est en train de sortir de la norme. C'est-à-dire que les Allemands ont fait du lobbying en passant par en fait une conférence internationale scientifique où les Français n'ont jamais la possibilité de présenter un papier scientifique pour valider scientifiquement leur technologie. Donc il y a un embargo, il y a un veto en fait. Et les Allemands qui ont pris le contrôle de cette commission de normalisation font sortir la norme française. Évidemment, si la norme française si la technologie française sort de la norme, vous ne pouvez plus vendre votre produit. C'est en train de se passer. C'est une TPE de 10 personnes. Hein, donc elle reprend cette boîte, mais elle n'a pas été avertie par celui qui l'avait vendu qu'il y avait ce problème. Donc gros problème, évidemment. Elle va prendre son courage à deux mains. Je vous fais rapide, hein, les histoires, je pourrais vous donner des références si ça vous intéresse. Et en fait, elle va, notamment avec l'aide de l'État français, et les services de l'État vont l'aider, elle va créer en fait une conférence alternative, elle va faire pression, la France diplomatiquement va faire pression sur l'Allemagne, et in fine, le dispositif, ce qu'on appelle le PDA, le paratonnerre à dispositif d'amorçage, va revenir dans la norme. Ça veut dire qu'une femme seule, à la tête d'une TPE de 10 personnes, a réussi à contrer en fait un conglomérat d'ETI, parce que c'était des entreprises de taille intermédiaire, allemandes. Quand on se bat, on peut gagner. Par contre, quand on ne se bat pas, on est sûr de perdre. Parce que c'est le principal problème aujourd'hui. Si on ne va pas se battre. Ça, c'est le principal problème. Voilà.
Donc, pour conclure, la guerre économique, c'est comme la politique. Si vous ne vous occupez pas d'elle, elle s'occupera de vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci rapidement. Nicolas. Et surtout, achetez les livres. Non. Ça n'est pas fini. On va faire circuler les micros. Non, je vais J'espère rester que vous là-dessus avez quelques questions à poser. Alors, je vous préviens, je n'ai Martin, pas tant réponse pis. à tout. Ça va vous décevoir, mais je ne suis pas politique, donc C'est le si je ne bouton- sais pas répondre, je vous le dirai. C'est le bouton à gauche. Voilà. Appuyez un petit peu longtemps dessus. J'essaie de rester dans ma zone d'expertise. Donc, je ne Merci sais pas beaucoup. comment régler le conflit israélo-palestinien, si c'est la question. C'est bon, c'est bon. Je vais démarrer alors. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis juste là. Ah, pardon. Quelle place vous donnez, et je ne veux pas réouvrir une autre boîte de Pandore, mais j'allais dire Bitcoin, mais plutôt aux crypto-monnaies, qui sont aussi un moyen très, très invisible, notamment contre la Banque européenne, la Banque centrale, mais aussi pour des pays Vous avez parlé de lutte avec des taxes aux importations, etc. Justement, c'est un moyen de contourner. Qu'est-ce qu'on Ah oui, peut dire de tout ça? C'est ce qu'utilise Trump en ce moment avec tous les GAFAM, etc. C'est dans des pays européens, et encore plus la France, où on a été... Parce que le blockchain, je ne sais pas si tout le monde connaît, le principe de la blockchain, c'est qu'en fait, il n'y a plus de centre. Il n'y a plus de banque centrale. C'est que tout est interrelié, etc. Effectivement, ça nous a fait passer d'un monde à l'autre. Et le vieux continent, pour reprendre l'expression de Miguel Lupin, en fait, n'est absolument pas structuré par rapport à ça. Donc là, il y a un problème. Là. On a un gros problème. Je peux vous dire que ça. On est complètement largué par les GAMAM, c'est comme ça qu'on les appelle maintenant, américains. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est un sujet sur lequel il faut travailler. Il y a très peu de gens qui travaillent là-dessus. Hein. Parce que là, on a un problème aussi en France, c'est qu'en fait, les sujets stratégiques majeurs, il y a très peu de gens qui les abordent aujourd'hui. Ou alors, on se focalise... C'est là où on est dans la modélisation. Je ne sais pas si vous avez vu là, à l'occasion là, des 3 jours sur l'IA, l'intelligence artificielle. Il y a une femme extraordinaire, Anne Canto, je crois qu'elle s'appelle, qui a eu le prix de la meilleure scientifique française en 2023, qui est chercheuse à l'INRIA, donc l'Institut national de recherche informatique, et qui a piqué une gueulante pour dire on est en train de mettre tout l'argent sur l'IA et sur le quantique, et plus du tout sur les autres domaines. Donc ça va être une catastrophe. Pourquoi ça va être une catastrophe? C'est simple, hein. C'est que vous mettez beaucoup d'argent, mais c'est quand même 100 fois moins que les Américains sur les mêmes domaines qu'eux. Soit vous réussissez, soit vous ne réussissez pas. Dans les deux cas, vous perdez. Parce que si vous ne réussissez pas, vous avez perdu. Si vous réussissez, ils vous rachètent. C'est ça qui va se passer. Donc en fait, on a un problème. En fait, le problème majeur, c'est qu'on n'a pas de stratégie. C'est-à-dire, on suit ce que font les gros, mais on n'est pas gros. Donc, on ne va pas y arriver. Et c'est là où on a un problème aussi avec l'Union européenne. C'est-à-dire que la fable de l'Union européenne puissance, parce qu'on était un grand marché, moi je l'ai entendu, hein, je suis allé à Bruxelles avec des députés européens, ils m'ont dit on est une puissance. C'était il y a quelques années. Hein. Je lui ai dit non, vous n'êtes pas une puissance, on est un grand marché, on n'est pas une puissance, on n'a pas les attributs de la puissance. À commencer, le fait qu'on n'avait pas d'armée. À l'époque, j'étais un extraterrestre, enfin, puis d'autres, hein, parce que pourquoi faire une armée, etc. Donc, mais c'est la même chose avec c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas outillé conceptuellement pour comprendre ce nouveau monde. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne comprend pas Musk, on ne comprend pas Trump, et on se focalise sur leur côté totalement exubérant, insupportable, un peu fou hein, aussi, c'est vrai. Mais ce n'est pas le problème. Et ils ne sont pas tout seuls. En plus, derrière, vous avez des sacrées industries, parce que ça, le Bitcoin, c'est une sacrée industrie. Hein. Voilà, je peux vous dire, effectivement, warning hein, sur ça. Ah oui, oui. Y a beaucoup de banques qui pourraient faire faillite très rapidement. Hein. Il ne fait pas bon être dans la banque aujourd'hui ou dans les assurances. Hein. Non, c'est vrai, je ne sais pas si on a ici, mais ça va être compliqué les assurances aussi avec le réchauffement climatique. Hein. Alors on a peut-être une chance quand même, je vais quand même vous donner à espérer. Avec les États-Unis, on a peut-être une chance, c'est qu'ils vont peut-être être détruits par le réchauffement climatique, en partie. Non mais, moi j'ai beaucoup travaillé sur les Jeux Olympiques, et il y a quelques années, j'avais dit, vous savez, les JO à Los Angeles, est-ce qu'ils auront vraiment lieu? Ça se trouve, tout aura cramé. Alors ça faisait marrer tout le monde. Hein. Ah. Parce qu'en fait, la Californie, c'est un peu le cœur quand même de la tech américaine. Hein. Entre les tsunamis, la faille de San Andreas, les feux de forêt. Non mais vous rigolez, mais... alors vous rigolerez moins si vous regardez
parce qu'on est à La Rochelle, Rochefort, etc. Les prévisions du GIEC sur 2050, vous avez regardé? Vous allez moins rire, déjà. Alors, les Néerlandais ne rient plus du tout, hein, parce qu'en 2050, ils sont sous les Néerlandais. Mais ils sont déjà en train de prévoir, en fait, c'est les Allemands qui vont les récupérer, je pense. Je ne sais pas où ils vont aller. Regardez les cartes du GIEC 2050, vous avez des cartes en ligne sur la montée des océans. Shanghai n'existe plus en 2050. D'après les prévisions, après, ils peuvent se tromper. Probablement qu'ils se trompent plutôt, en fait, ça va arriver avant 2050. Ah, ben, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le GIEC. Ouais. Oui, bonsoir. Vous nous avez montré qu'il fallait identifier l'ennemi. Donc vous avez parlé de nations, quoi, la Chine, les États-Unis, ainsi de suite. Moi, je vois des entreprises qui n'ont pas de nation. Elles sont multinationales. Elles ont un pied dans chaque continent et savent rebondir de l'un à l'autre. Comment serait la parade, là? Où peut-on voir les coups venir? J'y crois pas à ça. Enfin, je ne suis pas le seul. Je crois pas. Ça, c'est une fable. Les entreprises multinationales ont une nation. Quand vous êtes un groupe japonais, vous savez que vous travaillez pour le Japon. Quand vous êtes un groupe américain, vous savez que vous travaillez pour les États-Unis. Les Google, Amazon, vous savez, la tech américaine, on dit toujours, je dis toujours à mes étudiants, pourquoi dans la Silicon Valley? Mais vous avez eu d'ailleurs un début de réponse. Parce que dans les années 90, l'État américain a dit, c'est là qu'on va faire le centre de la tech américaine. Alors, ça existait avant les années 90. Pourquoi d'ailleurs c'est en Californie? C'est pas parce qu'il fait beau, c'est pas parce qu'il y a plus d'universités, c'est pas parce qu'il y a moins d'impôts. Ça, il y en a dans le Delaware, il n'y en a pas, dans le Texas, etc. C'est parce que vous aviez la contre-culture américaine, c'est-à-dire les hippies californiens des années 70-80, les Steve Jobs, Elon Musk, etc. Ils sont nés dans la contre-culture. Mais à partir des années 90, en fait, l'État fédéral et les États aussi, comme la Californie, mettent en fait des milliards pour développer la tech américaine. Donc, si vous prenez les Américains, d'abord, ils sont très patriotes. Donc, eux, ils sont pour les États-Unis. Mais la tech américaine, elle vit. On parle toujours de Musk, mais Musk, il vit grâce à la NASA. Internet s'est développé grâce à la DARPA, etc. Donc, ils savent qu'ils sont américains. Les Chinois, le premier qui oublie qu'il est chinois, on a eu le cas avec Jack Ma, le patron de... Alibaba. On s'appelle là, Alibaba. Alibaba, merci, donc l'équivalent d'Amazon. Il est allé prendre un peu l'air à la campagne, à la chinoise. Hein. Et si, donc voilà. Non, en Corée du Sud, il n'y a pas de problème, ils savent très bien pour qui ils se battent, etc. Ce que vous dites est peut-être vrai de certaines multinationales européennes, c'est possible. C'est possible qu'on ait un problème avec la nation et le patriotisme. Je pense que la raison, d'ailleurs, donc je suis d'accord avec vous sur les entreprises européennes, certaines. Je pense qu'en fait, on a un problème parce qu'on est des post-traumatisés de la guerre. C'est normal. On a eu 2 conflits mondiaux sur notre territoire, on s'est entretués. L'Europe a quand même produit des trucs assez sympas, quand même, hein, comme le régime nazi, etc. Non mais, donc on est des post-traumatisés, ça peut se comprendre. Hein, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, enfin, c'était, etc. Mais les autres nations, non. Hein, absolument pas. Absolument pas. Et il y a un désir de revanche qui est très fort. Lisez, encore une fois, Amin Malouf, Le labyrinthe des égarés, hein, sur l'Occident face à ses ennemis. Hein. Le Japon, la Russie, la Chine. Hein, il y a des volontés de puissance. Entreprise russe, vous inquiétez pas, elle est russe. Hein. Le jour où elle oublie qu'elle est russe, alors une panne moteur dans l'avion du chef d'entreprise. Hein. Non, mais ce que je vous dis, il suffit de lire la presse. Hein, vous savez, c'est des choses, voilà. Mais vous avez raison sur l'Europe. Vous avez raison sur certaines entreprises. Total n'est pas loin de passer effectivement sous pavillon autre que français. C'est vrai, hein, européen même d'ailleurs. Oui, bonsoir. Une petite question au propos de Taïwan. Est-ce que vous pensez vraiment que la Chine va réussir à intégrer Taïwan ou les Américains vont faire un barrage? Bon, là, on est entre nous, c'est qui a fait du commerce, mais si vous me demandez mon avis personnel, oui, bien sûr. Ils vont récupérer Taïwan. Ah, je pense qu'ils vont récupérer Taïwan. Je peux me tromper. Pour l'instant, oui, mais on n'a pas dit à quelle échéance. Je ne vous ai pas dit qu'ils allaient récupérer Taïwan demain. Ils sont en train tellement de saturer la mer de Chine de navires de guerre que de toute façon, Taïwan ne va pas... Et ce qu'ils vont faire probablement, c'est ce qu'on appelle le political warfare. Ça rentre dans la phase de compétition. C'est en fait d'avoir un gouvernement. Ils ont quand même reçu la leçon. Quand même, Poutine a pris une leçon. Poutine,
ne voulait pas l'affrontement. Compétition, contestation, affrontement. Poutine voulait rester dans la compétition. Compétition, c'est modeler l'Ukraine pro-russe. Il n'y est pas arrivé. Il y a eu Zelensky, il n'avait pas vu arriver, etc., sous-estimé. Ah zut. Donc il dit, je vais faire de la contestation. La contestation, c'est, j'envoie quelques chars sur Kiev, on arrive en quelques heures, l'autre il a la pétoche, il s'en va, il va chez ses copains américains, et on met un pro-russe à la tête, on revient, et en fait, voilà, et on est tranquille. C'est pas passé. Ça se passe jamais comme on pense, hein, l'histoire. De toute façon, hein, c'est la seule certitude. Donc il est passé de la contestation à l'affrontement. Et ça, il n'avait pas prévu. Donc la Chine, on verra, mais non, je pense que la Chine va, par tous les moyens, récupérer Taïwan. Militaire en dernier recours, mais je pense même pas militaire, parce que c'est trop compliqué, en fait, au Taïwan, d'un point de vue militaire. Mais il suffit de faire basculer un gouvernement. Si vous avez un gouvernement pro-chinois... et puis qu'il y a des avantages à être chinois, et qu'on vous dit, mais vous gardez votre autonomie, et ceci, et cela, et vous êtes protégé militairement. Mais c'est clairement dans les objectifs de la Chine. 2049, centenaire de la révolution communiste, Taïwan redevient chinois. Et d'ailleurs, c'est chinois à l'origine. Ah mais... Bonsoir. Je vous remercie pour la conférence. J'ai dans le montage sur Arte, il y a quelque chose qui m'a échappé sur comment les Américains ont réglé leur compte aux Japonais. C'est la crise bancaire au Japon ou pas? Parce qu'il y a eu un... Ah oui, j'ai loupé un morceau peut-être. Rapide. Alors effectivement, vous avez raison. En fait, ils n'ont pas réglé leur compte en fait aux Japonais. Les Japonais sont effondrés. Effectivement, c'est la fameuse crise des années 90, la crise financière. Par contre, en fait, tout ce que vont faire les Américains vont surtout servir contre les Européens d'abord, et va préparer tout le dispositif contre la Chine. Voilà. Mais vous avez raison. En fait, ils se sont réarmés contre le Japon, mais le Japon s'est effondré financièrement dans les années 90, et puis démographiquement aussi. Sa démographie, c'est un sujet, ça aussi. Hein. On ne fait pas une guerre, qu'elle soit économique ou militaire, sans force vive. Hein. Donc ça, c'est un... Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'Inde aussi, pays qui est en train de se développer à grande vitesse, sur lequel la France compte beaucoup. On est en train de mettre toutes nos billes du côté de l'Inde, hein, parce qu'on ne va pas les mettre du côté de la Chine ni du côté des États-Unis. D'autres questions? Deux questions sur Trump, hein, t'as remarqué? Ouais, c'est bien. Une dernière. Tranquille. Est-ce que vous pouvez nous dire si des groupes d'influence comme le groupe Bilderberg est capable d'agir, je veux dire, dans toutes les prises de décision que vous nous avez dit? Bien sûr. C'est le soft power, donc c'est la modélisation, c'est la compétition. Donc Bilderberg, hein, c'est un groupe, c'est officiel. Hein, on a qui réunit les grandes fortunes du monde et les futurs, ceux qu'ils considèrent pouvant être les futurs chefs d'État, pour effectivement aller dans le sens du libéralisme. Voilà, donc on a un candidat annoncé à l'élection présidentielle qui clairement était au dernier sommet Bilderberg, hein, c'était dans la presse. Hein, ouais. Édouard Philippe, pour ne pas le nommer, maire du Havre, le Havre qui reçoit le GNL américain. Vous savez qu'on reçoit du gaz naturel liquéfié américain quand même. Alors qu'il y a quelques années, le GNL, c'était un truc, il ne fallait pas en parler parce que ce n'était pas écolo, ce qui est vrai d'ailleurs. Hein, c'est le gaz de schiste. Hein, voilà. Donc oui, bien sûr, ça fait partie des systèmes. Comme la Chine a le groupe 16+1, une grande puissance doit modéliser les futures élites. Ça, les Américains ont été des maîtres depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle quand même que l'opération Overlord, la libération de l'Europe, qui veut dire suzeraineté, hein, Overlord, hein, les Américains, comme vous le savez, sont arrivés avec un plan pour occuper la France, avec c'est ce qu'on appelle l'AMGOT, hein, vous connaissez tous, Allied Military on Government Territories. Donc en fait, l'AMGOT, c'était une occupation territoriale de la France notamment et d'autres pays, avec un dollar spécial France qui était déjà imprimé, etc. Et en fait, c'était quoi l'objectif? C'était de récupérer les marchés des colonies, parce qu'il n'y avait pas encore eu la décolonisation, des colonies françaises. C'était ça l'objectif.
Et on a été sauvé grâce à, pour moi, le plus grand homme du XXe siècle, c'est Churchill, qui va prévenir De Gaulle. Et De Gaulle va, avec le discours de Bayeux, va mettre des commissaires de la République. Et en fait, et grâce à Eisenhower aussi, qui a été très très bien avec De Gaulle, en fait, ils vont permettre aux Français de libérer Paris, etc., pour damer le pion, en fait, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, les Américains. Puis ensuite, vous avez la mise sous tutelle de la France avec le plan Marshall. On avait besoin, c'est pas la question, hein. On avait besoin. Mise sous tutelle, c'est intéressant, parce qu'on va peut-être être mis sur tutelle un jour aussi, hein. Et donc, le plan Marshall, je vous rappelle, c'est lorsque on voulait avoir un budget en France, il fallait avoir l'accord des États-Unis. C'est eux qui disaient, donc il y avait un général qui dirigeait le plan Marshall, qui disait « Ok, vous avez le droit ». Quand vous voulez exporter nos technologies, il fallait l'accord américain. Et puis, il y avait aussi un certain nombre de quotas, donc notamment de films américains. Dans les actualités qui étaient au cinéma à l'époque, il fallait qu'il y ait nécessairement 10 minutes sur les États-Unis. Ça, c'est le plan Marshall. Qui a aussi permis de reconstruire l'Allemagne. Donc, de toute façon, on en avait besoin. Puisqu'on parle de l'Allemagne, je regardais les chiffres, je ne m'en souvenais pas. Vous savez combien il y a de militaires américains en Allemagne? De bases américaines, il y a 22 bases, je crois, un truc comme ça. Il y a 35 000 militaires américains. 35 000. Ça vous montre la liberté d'action de l'Allemagne par rapport aux États-Unis. Hein. Et il y a une station d'écoute aussi de renseignement du côté de Munich. Voilà. Donc les Américains sont extrêmement forts. Les Chinois n'ont fait qu'imiter en fait les Américains avec leurs alliés qui sont, je vous ai dit, le groupe 16+1 ou certains pays africains, ou alors par proxy, c'est-à-dire qu'ils envoient les Russes lorsqu'il faut faire le sale boulot, parce que les Chinois n'ont pas envie d'avoir une image, préfèrent envoyer les Russes, voilà, qui sont plus des guerriers avec le groupe Wagner, etc. On parlait des groupes paramilitaires. En France, il n'y a pas de groupes paramilitaires. Enfin, ce qu'on appelle les sociétés militaires privées, ça n'existe pas. Hein. Nous, on a toujours refusé de faire ça. À tort ou à raison, ce n'est pas la question. Mais on parle toujours du groupe Wagner, mais le plus gros, ça s'appelait Blackwater, c'est les Américains, ça a changé de nom. Académie, je crois que ça s'appelle maintenant. Académie, hein. C'est une société militaire privée. Et les plus gros contrats qu'il y a eu cette société militaire privée, c'était, je crois, dans les 40 ou 50 milliards de dollars de la part du gouvernement américain. Donc c'est des mercenaires, en fait. Hein. Mais il y a des mercenaires en ce moment en Ukraine. Hein. Voilà. C'est un monde qui n'est pas connu. Hein. Et alors, on ne rentre pas dans les mafias parce que là, on s'en sort plus. Non, parce que ça aussi, c'est un sujet. Hein. Les mafias, c'est un vrai sujet. Surtout avec le narcotrafic. Quoique c'est plus des mafias maintenant. Encore une question, et puis on arrêtera peut-être. Oui, bonsoir. C'est par rapport au Bitcoin. Est-ce que vous pensez que ça va... Je ne suis pas spécialiste du tout au Bitcoin, enfin, oui, allez-y, mais... La monnaie? Oui, mais... Est-ce que ça va remplacer le dollar? Parce que le dollar... Non, là, je ne sais pas. Ah, vous avez dit que je dirais quand je ne sais pas. D'accord. Pas capable de vous répondre là-dessus. Parce que la monnaie chinoise n'est pas cotée en bourse pour le moment. Puis il y a deux monnaies en plus chinoises. Une monnaie pour les devises internationales et une monnaie intérieure. Pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, il y a beaucoup de choses qui peuvent basculer dans un sens comme dans l'autre. La vraie guerre contre la Chine, elle est aussi politique. Enfin, ah oui, s'il commence à y avoir des envies de faire tomber le Parti communiste chinois en Chine, vous imaginez ce que ça peut donner. Il y a eu une alerte. N'oubliez pas, le Covid a été une alerte pour le Parti communiste chinois. Hein. Vous savez, ils ont été obligés de lâcher totalement bon, comment on peut appeler ça, c'était pas la répression, mais le fait qu'ils les empêchaient de sortir. Parce que en Chine, quand ils commencent à s'énerver, c'est 10 millions de personnes qui sortent dans la rue. Hein. C'est pas les manifs des syndicats français. Hein. Donc les mecs comme ça. Hein. Donc non, mais on ne sait pas, tout peut basculer. Et le réchauffement climatique aussi, ça va être une bascule. Mais oui, c'est vrai. Hein. Donc moi, je fais jamais de prévision, surtout quand il s'agit de l'avenir. Je ne sais plus qui disait ça. Mais... Ouais. Mais je vous dirai après pourquoi les choses se sont passées. Je voudrais rappeler quand même que ce monsieur n'a pas une boule de cristal. Il ne peut pas prédire l'avenir. Par téléphone, moyennant 50 € en bitcoin, je vous dirai effectivement si vous allez trouver l'amour cette année ou si vous avez gagné de l'argent. Ça, je peux le faire. Je vous donnerai mon numéro. La fonction de Nicolas et de ses congénères, c'est de faire émerger des informations pour qu'elles soient visibles. Et puis que des politiques ou je ne sais qui puissent prendre des décisions. Avec effectivement quelques constructions de scénarios les plus probables.
Oui. Mais voilà, donc si Taïwan, c'est possible, mais ça n'est pas certain. Hein, ça dépend de la façon dont les populations vont réagir. Parce que je pense que dans le soft power, il y a quand même une dimension qui n'est jamais dans ce qu'il raconte, c'est comment les peuples peuvent prendre ça. L'Ukraine, on pouvait s'attendre à ce qu'ils arrêtent. Les Groenlandais, apparemment, soit ils acceptent d'être payés, soit ils disent ils sont 48 000. On est bien chez nous. Un territoire 4 fois comme la France. Ouais, d'accord. Moi, je pense qu'il va demander leur indépendance, qu'ils vont devenir indépendants et qu'ensuite il va passer des accords et qu'il va leur donner de l'argent. Je crois que le revenu moyen, c'est 10 000 $ au Groenland. Vous donnez 50 000 $ à chaque habitant, si on enlève les enfants, les machins, les trucs. Voilà, donc je sais pas, vous faites 50 000 fois 30 000. Ça fait pas très cher vu les minerais qu'il y a au Groenland. Et plus la place stratégique que ça constitue. Donc il va y arriver. Ça ne veut pas dire qu'il va en faire un État des États-Unis. Donc ça n'est qu'une hypothèse. Parce que là, moi je lisais un article hier ou avant-hier, où on disait les Groenlandais ne voudront jamais. Ça dépend combien ça coûte, je crois. Vous savez, à 10 000 on ne veut pas, 1 million d'euros, on réfléchit. Hein. Ouais. À 10, je ne réfléchis plus. Ouais. Bon, non, je plaisante, mais bon. Donc il ne sait pas faire ça. Mais il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est que en dehors de ces informations un peu économiques, il a été un peu philosophe avant, ou en tous les cas, il a fait des études de philosophie. Toujours. Oui, pas philosophe. J'aime la philo, après, philosophe. Et je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est d'essayer de voir ce que ça veut dire de nous, en tant qu'individus. Il y a 2 philosophes en ce moment qui sont particulièrement d'actualité, mais je vous laisserai après. C'est Schopenhauer et Nietzsche, ça c'est clair. Schopenhauer, le monde comme volonté et représentation, et puis Nietzsche, là, il est particulièrement bien indiqué en ce moment. Donc voilà. Moi, j'ai un petit faible pour Spinoza, mais il n'est pas très. Je ne suis pas sûr que Trump soit très fan de Spinoza. D'accord. Je pense qu'il est plus Schopenhauerien, Trump. Sûrement. Le monde est ma représentation et ma volonté. Regardez ce film documentaire sur Trump, si vous ne l'avez pas vu, The Apprentice, parce que quand même, c'est un truc extraordinaire. Non, j'ai même pas le temps d'en parler de 30 secondes. Allez, 30 secondes, mais c'est tout. Il a été formé par un avocat, c'est pas pour vous déflorer le truc, c'est juste le début. En fait, Trump, il va comprendre comment marche le monde parce qu'il doit défendre l'empire, entre guillemets, qu'a créé son père. Ils ont des petits problèmes parce qu'ils refusent des Noirs, ils ont des logements sociaux et ils refusent les Noirs parce qu'ils ne payent pas bien, etc. Leur loyer, mais ils n'ont pas le droit, normalement. Donc, en fait, il y a un procès et il va demander à Roy Cohn, qui est le meilleur avocat à l'époque à New York, de l'aider, et c'est là qu'il va apprendre les méthodes. Et juste pour vous donner un exemple, ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs dans le film, vous verrez, mais juste pour vous donner un exemple, donc ils sortent du premier procès, et Trump dit alors comment on va faire pour gagner juridiquement ? Et l'autre dit mais t'es fou, tu peux pas gagner. Regarde, il y a les preuves que vous avez refusé des gens parce qu'ils étaient noirs, etc. Ils ont les preuves, donc c'est foutu. Il dit, je comprends pas, je te paye pourquoi et tout. Ah non, mais on va le gagner, mais pas juridiquement. C'est une histoire vraie. Hein. Donc en fait, il dit, tu vois le mec qui est dans la salle là, c'est lui qui donne les ordres au juge. Donc on va aller le voir. Donc ils vont voir tout est vrai. Hein. Donc ils vont voir cette personne très importante qui dirige le tribunal et ils disent, bon, il faut que tu me trouves un vice de procédure, un machin, tu me fais gagner Donald là, qui est là. Je sais pas, il a 25 ans Donald. L'autre il dit, mais t'es pas bien. Hein. Enfin bon. Il dit si, je suis bien. Et il lui sort une enveloppe. Il dit ça, c'est toi. C'est les photos. Donc c'est les photos avec un certain nombre d'hommes en train de faire des choses que vous imaginez. Il dit on les envoie à ta femme ou pas ? Il a gagné le procès. Non, mais c'est pas des blagues ce que je vous raconte. Hein. Ça se négocie comme ça. C'est le rapport de force. Et nous, on pense pas en rapport de force. C'est tout. Il va négocier comme ça avec Zelensky. Il va négocier comme ça avec le roi de Jordanie, c'est déjà fait. Il était voir le roi de Jordanie, vous allez me prendre des gens. Voilà. Ça fait marrer tout le monde ce qu'il dit sur Gaza. On verra. On verra ce qui se passe. Mais non, c'est. Alors après, Trump peut mourir. Non, mais il peut mourir. Il a un certain âge, il peut mourir. Il peut se prendre une balle dans la tête. Non, mais tout est possible aux États-Unis. Hein. Rien n'est écrit, évidemment. Hein. Mais il faut connaître, c'est comme Poutine, etc., même si on le donnait mort depuis déjà. Mais voilà, mais c'est important de connaître, voilà, de comprendre, de connaître pour comprendre. Après, ce qui va se passer. Bon, merci. Voilà. Merci Nicolas.
Donc, avant qu'on aille se restaurer un petit peu et puis vous pourrez lui poser d'autres questions, je vous rappelle qu'il y a 2 livres qu'il a commis et vous pourrez les acquérir. J'aimerais que Corinne nous fasse part de 2 ou 3 informations concernant Rochefort Nouveau Monde. Bonsoir. Bon, déjà, merci d'être aussi nombreux. C'est très, très agréable et encourageant. La prochaine...